93 ans. C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique. Les années de résistance et le programme élaboré il y a 66 ans par le Conseil national de la résistance. C'est à Jean Moulin que nous devons, dans le cadre de ce Conseil, la réunion de toutes les composantes de la France occupée, les mouvements, les partis, les syndicats, pour proclamer leur adhésion à la France combattante et au seul chef qu'elle se reconnaissait, le général de Gaulle. De Londres, où j'avais rejoint le général de Gaulle en mars 1941, j'apprenais que ce Conseil avait mis au point un programme, l'avait adopté le 15 mars 1944, proposé pour la France libérée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays. De ces principes et de ces valeurs, nous avons aujourd'hui plus que besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. Pas cette société où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis. Toutes choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil national de la résistance. À partir de 1945, après un drame atroce, c'est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces présentes au sein du Conseil de la résistance. Rappelons-le, c'est alors qu'est créée la sécurité sociale, comme la résistance le souhaitait, comme son programme le stipulait, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Les sources d'énergie, l'électricité, le gaz, les charbonnages, les grandes banques sont nationalisées. C'est ce que ce programme préconisait encore. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Le juste partage des richesses créées par le monde du travail primé sur le pouvoir de l'argent. La résistance propose une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes, et le gouvernement provisoire de la République s'en fait le relais. Une véritable démocratie a besoin d'une presse indépendante. La résistance le sait, l'exige en défendant la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. C'est ce que relaient encore les ordonnances sur la presse dès 1944. Or, c'est bien ce qui est aujourd'hui en danger. La résistance en appelait à la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction la plus développée, sans discrimination. Or, les réformes proposées en 2008 vont à l'encontre de ce projet. De jeunes enseignants, dont je soutiens l'action, ont été jusqu'à refuser de les appliquer et ils ont vu leur salaire amputé en guise de punition. Ils se sont indignés, ont désobéi, ont jugé ces réformes trop éloignées de l'idéal de l'école républicaine, trop au service d'une société de l'argent et ne développant plus assez l'esprit critique et créatif.